Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Jean-Michel Raoult et nous allons parler des univers parallèles et de la science quantique. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Michel Raoult, bonjour et merci d'être avec nous. Moi aussi, très heureux de pouvoir participer à cette émission. Je suis très très content. Ben nous aussi. Alors, nous allons parler durant cette émission des univers parallèles, de la science quantique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux univers parallèles et à tout ce qui en découle? Quel a été votre cheminement? À l'origine, donc je suis chimiste, physicien, donc j'ai fait des études à Bac+5 jusqu'à un DEA de physique-chimie et je me dirigeais vers un doctorat. À un moment donné, j'ai quitté tout cela pour aller justement travailler dans un laboratoire de recherche agroalimentaire. Et ensuite, j'ai fait de l'enseignement dans les lycées, les collèges, on peut dire dans les sciences exactes, la physique, les mathématiques et la biologie. Mais je me suis toujours intéressé un petit peu en parallèle à tous les phénomènes, ce qu'on appelle étranges, mystérieux, comme le paranormal, ou alors les ovnis, ou l'existence possible d'autres dimensions. Et au cours de mes études, donc, j'ai pu approcher donc différentes théories scientifiques. Je me suis intéressé à la cosmologie, à la théorie de la relativité d'Einstein, à la mécanique quantique, aux neurosciences, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, je me suis aperçu qu'en réalité, ce que disaient les traditions primordiales, anciennes, ce que disaient les anciens à travers ce qu'on appellerait maintenant l'ésotérisme, mais qui est en réalité une transmission de connaissances primordiales, eh bien, ça ressemblait un petit peu à ce que disait la science dans certains domaines avancés. Alors je me suis dit, est-ce que c'est valable? Est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble? Et j'ai fait ce que j'appellerais, moi, des sciences spirituelles. C'est-à-dire, j'allie à la fois ce que nous donnent les traditions à travers des œuvres initiatiques et les découvertes actuelles de la science. Et il se trouve que beaucoup de choses qui sont transmises dans les traditions, actuellement la science est en train de les redécouvrir, comme par exemple la mécanique quantique, actuellement où on envisage l'existence obligée par rapport à la théorie de plusieurs dimensions parallèles dans lesquelles les particules existeraient en superposition. Et aussi, même jusqu'à plusieurs univers ou une infinité d'univers, ce qu'on appelle les multivers. Alors tout ceci, scientifiquement, actuellement, c'est assez admis, alors qu'il y a quelques années, bien sûr, dès qu'on aurait parlé de ça, tout le monde aurait rigolé. Donc il se trouve que la science actuellement, pour les besoins de la recherche, pour les besoins de l'unification de la théorie physique, donc fait appel à des notions que les anciens décrivaient avec leurs mots, bien sûr, dans les textes comme les Védas, les Upanishads, ou même dans l'Ancien Testament, ou dans d'autres textes anciens, tibétains ou égyptiens, on retrouve ces données-là. Voilà pourquoi je me suis intéressé à tout ça, parce que j'ai découvert que les deux convergeaient et qu'en réalité, moi je pense qu'on peut pas faire trop de différence entre la tradition et les sciences, quand notre science sera assez avancée pour tout comprendre. Visiblement, on aurait prouvé que dans la science quantique, il y avait eu des particules lumineuses, c'est prouvé ça? Oui, actuellement dans les sciences quantiques, on en est encore actuellement à savoir comment les particules peuvent exister. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu par rapport à des expériences qu'on appelle l'expérience de la fente de Young, que lorsqu'on mesurait une particule ou on l'observait, elle se modifiait, elle se comportait d'une certaine façon, et si on l'observait pas, qu'on la mesurait pas, elle se comportait d'une autre façon. Ce qui a beaucoup étonné les physiciens, bien sûr. Ensuite, on a aussi découvert la fameuse intrication, c'est-à-dire que lorsque deux particules de lumière naissent en même temps, qu'on appelle des photons jumelés, eh bien, quelle que soit la distance qui sépare ces deux photons, ça peut être 10 mètres jusqu'à des dizaines d'années-lumière, eh bien, lorsque un des photons subit une modification, instantanément, l'autre photon a aussi une modification. Alors, il y a eu
toute une série comme ça de découvertes qui ont vraiment stupéfié des physiciens et ils ont encore beaucoup du mal à s'en remettre. Mais il se trouve que la physique quantique est très solide. C'est une des physiques les plus solides actuellement puisqu'elles expliquent toutes nos découvertes technologiques du transistor au laser, ainsi de suite. Donc, voilà quoi. Alors, c'est un peu la physique d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Ouais. Alors, il y a pas longtemps, on a découvert le boson de Higgs. On en a très peu entendu parler sur les chaînes nationales, mais ça, on pourrait en parler justement. Ça a amené de l'eau au moulin pour le coup. Oui, tout à fait. On cherchait une fameuse particule qui pourrait être responsable de la masse des particules. Alors, c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer comme ça, hein, Oui. sans rentrer dans les choses profondes. Mais disons que toutes les particules n'auraient pas de masse, sauf qu'elles seraient en interaction avec ce que j'appelle le champ de Higgs, qui serait comme une espèce de, pour prendre des analogies, comme une espèce de glue. Et lorsque des particules se mettraient à être dans ce champ, elles acquéreraient une masse. Vous voyez, s'il n'y aurait pas cette masse, ce champ de Higgs, aucune particule aurait de masse. D'accord. C'est une des découvertes qu'ils ont fait et ils ont observé, ça fait à peu près un an et demi je crois, ils ont détecté un petit peu ce boson de Higgs qui est relié à ce champ de Higgs en réalité et qui serait responsable de la masse de toutes les particules dans l'univers. Alors c'est pour ça qu'on leur appelait la particule de Dieu, parce qu'en réalité, c'est un peu une allégorie, parce que sans le boson de Higgs, sans le champ de Higgs, l'univers n'existerait tout simplement pas, parce qu'il n'y aurait pas de masse et donc il n'y aurait pas la force de gravitation, quoi. Bien sûr. Alors quand on parle d'univers parallèle, on y met quoi? Les extraterrestres, les intraterrestres, les multifréquences, l'univers astral? Non, là c'est une notion relativement complexe. Les univers parallèles peuvent se décliner sous différents aspects. C'est un petit peu, vous savez, comme entre deux octaves. Il y a en musique, il y a un do, et puis il y a un autre octave où il y a un deuxième do. Et entre les deux, il y a plusieurs notes. Il y a même 12 notes. Et donc, il y a les noires et les blanches. Et bien, on peut dire que entre deux do, entre deux octaves, il y a deux dimensions différentes. Mais il y a aussi 12 autres types de vibrations qui sont des vibrations harmoniques qui donneraient pour nous les notes de musique. Donc en réalité, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de niveau d'existence, c'est-à-dire entre deux octaves, ou des harmoniques d'un certain do, d'une certaine clé de sol, si vous voulez. Donc en réalité, les deux se diffèrent et souvent on fait la confusion. Alors moi, quand je parle des univers parallèles, ce sont des dimensions harmoniques, un petit peu comme les notes de musique entre deux do. Mais il existe aussi le concept de passage à un autre niveau d'existence, qui serait un octave supérieur. Voilà. Et ça, les anciens appelaient ça le phénomène de l'ascension, c'est-à-dire le passage à un nouvel niveau d'existence. Donc ça veut dire qu'au cours, entre deux dos, entre deux niveaux d'existence, on pourrait parcourir régulièrement à peu près une douzaine de vibrations qui correspondent aux 12 notes de musique, c'est-à-dire les 7 blanches et les 5 noires. Et donc, en réalité, on aurait 12 harmoniques un petit peu. Et lorsqu'on arriverait à la dernière harmonique, on pourrait à ce moment-là passer à l'octave suivante, qui est un nouvel niveau d'existence, là où les lois de l'ancien niveau ne s'appliquent plus vraiment. Alors finalement, c'est la réplique des fréquences radio. Exactement pareil. Je crois que Hermès Trismégiste avait dit ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas comme ce qui est en haut pour le miracle d'une seule et même chose, et on peut dire la même chose. On peut dire que l'univers est fractal, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la nature tous les grands modèles archétypaux, comment fonctionne l'univers. Alors il y aurait aussi des multivers. Alors, les multivers, là, c'est une découverte de la physique quantique, ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme. C'est pour, justement, trouver des explications à certaines expériences de physique quantique. On s'est aperçu, en réalité, que dans les expériences de physique quantique, ça montrait que, en réalité, lorsque vous mettez une particule à un choix, on peut dire à une mesure, prenons un exemple. Voilà, on vous appelle et on vous propose d'aller au cinéma. Alors, soit vous dites oui ou non. Si vous dites oui, vous actualisez une ligne de temps dans laquelle vous allez aller au cinéma et il va y avoir des événements qui vont se faire. Mais qu'est-ce que devient le non? Le non, vous dites, mais il n'existe pas parce que j'ai pas pris la solution. Mais en physique quantique, on dit qu'il existe. Il y a une probabilité. Et en réalité, il y a comme un fantôme de vous qui va faire non et qui va avoir d'autres décisions à prendre et donc une autre ligne de temps. Et bien, en réalité, c'est la même chose pour les univers. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des autres univers qui sont créés par des décisions que nous n'avons pas prises. C'est ce que dit la physique quantique. Et ils appellent ça des multivers, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas un seul forme d'univers comme nous croyons à partir d'un Big Bang, mais en réalité une succession de Big Bang en permanence dans d'autres dimensions, bien sûr, que nous ne pouvons pas voir, nous, dans cet univers. Donc ça serait à l'infini. Ça serait pratiquement l'infini. Ils ont essayé de faire un calcul, c'était de l'ordre 10 puissance 500. Si vous imaginez 1 suivi de 500 zéros, c'est pratiquement infini. Alors, est-ce que ces univers, ces multivers communiquent entre eux?
Alors pour l'instant, les scientifiques disent non. Ils disent non parce que vous savez, souvent ils disent des choses, mais bon, les exemples montrent qu'en réalité, une fois qu'on dit quelque chose, 6 mois après, on revient sur sa décision. Ouais. Alors, en réalité, pour l'instant, ils disent non, les univers ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais moi, je pense qu'il faut être plus modeste que ça. Il faut dire, dans l'état actuel de nos connaissances, nous n'arrivons pas à déterminer s'ils communiquent, mais c'est peut-être pas pour ça qu'ils communiquent pas. Peut-être qu'ils communiqueraient à travers ce qu'on appelle des trous de verre, des tunnels quantiques, qui permettraient, dans certains cas, de faire communiquer ces deux univers. Peut-être qu'ils ne communiquent pas tout le temps non plus, mais à certaines occasions, ils pourraient communiquer, ce qui permettrait peut-être d'équilibrer l'ensemble de ces multivers, de créer une espèce d'harmonie dans tous ces multivers. Alors justement, c'est peut-être l'explication avec les trous noirs. Voilà, exactement. Les trous noirs, certains physiciens disent que lorsqu'un trou noir se forme, c'est-à-dire qu'une étoile massive, une étoile géante s'effondre et a brûlé son carburant, elle devient un trou noir, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une singularité, qui aspire toute la matière, même la lumière, qui normalement n'a pas de masse, est aspirée par le trou noir, donc ça s'appelle une singularité. Et certains disent que de l'autre côté du trou noir, il y a ce qu'on appelle un trou blanc, une source blanche, et actuellement, certains disent aussi que ça créerait un nouvel univers. C'est-à-dire que les trous noirs seraient à l'origine de nouveaux univers, donc on parle ici, c'est-à-dire d'autres univers qui rentreraient dans le concept de multivers. Alors, concernant les extraterrestres, quelle est votre vue des choses dans sa globalité ? Mais disons que, bon, attention, ce que je vais dire, rien n'est vrai parce que ce sont des témoignages personnels. Donc je ne prétends pas avoir une vérité quelconque. Mais dans mes témoignages et mes observations personnelles, pour moi, j'ai observé ce que j'appelle communément des ovnis. Je suis faire le discernement entre des ballons sondes, la planète Vénus ou la Lune, c'est clair, quoi. Donc ce que j'ai observé fait partie des objets volants non identifiés. Même dans mes aventures, je suis rentré en contact avec certaines formes de vie où j'ai pu avoir une communication, on peut dire, sous une forme un peu spéciale, mais j'étais le premier étonné, attention. Oui, bien sûr. J'étais vraiment étonné, sous une forme de vision holographique qui sont apparues et qui étaient très concrets et à laquelle je pouvais discuter, et je ne suis pas schizophrène, c'est clair. Donc, voilà. Parce que vous pouvez dire, ce monsieur est schizophrène, mais non. Je vous dis très bien, donc il n'y a pas de problème. Non, mais on a l'habitude maintenant. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, oui, pour moi, alors, je préfère appeler ça les INH, les intelligences non humaines, qui regrouperaient toute une catégorie, on peut dire, de conscience exotique, qui passerait pas les extraterrestres, mais qui seraient aussi, par exemple, les esprits de la nature, ou alors d'autres entités qui viendraient d'autres vibrations de l'univers, ou peut-être des dimensions parallèles à la Terre aussi. Vous voyez ? Des règnes différents. Voilà, des règnes différents qui seraient décalés vibratoirement par rapport à nous et qui pourraient, sous certaines conditions, avec certains paramètres variables, qui peuvent être astrologiques, astronomiques ou ce qu'on veut, interférer de temps en temps avec notre forme de réalité. Alors pour avoir fait plusieurs interventions avec différents intervenants, je pense à Anne Givaudan, mais il y a bien d'autres qui voyagent dans l'astral, enfin qui pratiquent la décorporation. Marc Auburn aussi en dernier lieu, que nous avons eu ici à ce micro. On nous dit que les planètes seraient habitées, mais pas forcément en 3e dimension, en 5e, 6e dimension. Voilà, bon, je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment définir ce que sont les 5e, 6e dimensions. Mathématiquement, ça peut être défini, mais au niveau de l'ésotérisme, comme ça, on peut dire, on a la philosophie, c'est définir de ce que c'est une autre dimension. Donc, comme la plupart des gens ne sont pas habitués aux mathématiques et c'est difficile à utiliser, donc on a vraiment peu d'éléments pour définir ce qu'est une autre dimension. Par exemple, l'astral serait une adaptation de notre dimension où il y a des propriétés tout à fait différentes. Voilà. Donc oui, tout à fait. C'est ce que racontent un petit peu actuellement les gens qui vivent des expériences de mort approchées. Ah oui. Où ils vont se trouver, où la conscience va continuer à exister en dehors du support physique, donc, et qui vont petit à petit vivre des expériences qui vont les changer totalement. Et lorsqu'ils vont revenir, surtout ceux qui s'en rappellent, vont avoir une forme de vie tout à fait différente, ils vont changer, vont être totalement transformés. Donc ces expériences-là, comme des voyages dans l'astral ou comme des expériences mystiques ou ainsi de suite, peuvent transformer carrément la conscience de l'individu. Et voilà quoi. Et donc, pour vous montrer que lorsqu'on est en contact avec ces énergies
d'autres dimensions, il y a quelque chose qui change en nous. La conscience se modifie. Et notre façon de vivre aussi, bien sûr. Oui, nous l'évoquons souvent avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, ici à ce micro. Et nous avions recueilli à plusieurs reprises le témoignage de Nicole Dron, qui a vécu une NDE assez profonde, et qui nous disait qu'elle était vraiment dans une autre dimension. Ah oui, tout à fait. On peut dire de notre dimension de conscience. Oui. Alors c'est très difficile parce que on a peu d'éléments, on peut dire fiables et rationnels pour pouvoir mesurer ces choses-là. Donc c'est toujours relié à des témoignages. Donc on voit bien que c'est une activité de la conscience. C'est comme si la conscience émettait une fréquence et pouvait définir un niveau de réalité. Et si on change la modification de la fréquence de la conscience, par exemple des rythmes alpha, des rythmes bêta ou des rythmes θ quand on rêve, par exemple là, quand on rêve la nuit, c'est pareil. On est dans un monde qui, pourtant que quand on rêve, on vit ce monde vraiment, et quand on se réveille, on se dit mais c'était un rêve. Mais c'est à peu près pareil, la même chose, mais de façon plus généralisée. D'ailleurs, moi j'arrive à confondre mes rêves et cette réalité. Voilà, c'est pour ça que souvent Einstein a démontré un principe qui était très difficile à l'époque, qui est la relativité du temps. Avant Einstein, tout le monde croyait que le temps était un absolu et se déroulait pour tout le monde. Einstein a montré que ça dépendait de la vitesse de l'observateur. Il existerait actuellement, il faudrait un génie, un super génie comme Einstein, qui nous dirait, il existe la théorie de la relativité des réalités. Il n'y a pas une réalité plus réelle qu'une autre, mais il y a une infinité de réalités. Et en fonction de la vibration de votre conscience, vous avez accès à une réalité ou à une autre. Vous voyez ? On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jean-Michel Raoult, c'est la dernière partie de l'émission. Nous parlons d'univers parallèles et de sciences quantiques. Alors nous recevons régulièrement ici à ce micro des personnes qui ont vécu des expériences de NDE, mais pas seulement, des personnes comme Thierry Bégon par exemple, ça me vient à l'idée, qui voient eux des ovnis, des extraterrestres, des choses dans le ciel, qui font des observations. C'est la même chose pour une autre personne qui se trouve dans la région de Nice, donc ils font beaucoup d'observations la nuit d'ailleurs. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez été témoin de ce genre de choses? Ou est-ce que vous avez rencontré des gens comme ces personnes qui font des observations et qui ont vu et qui voient des choses? Moi-même, j'ai fait partie à l'époque d'une association qui s'appelait l'Institut mondial des sciences avancées, ou IMSA, qui avait été fondée par Jimmy Gu, justement, qui était un pionnier de l'ufologie qui habitait Aix, en Provence, avec d'autres chercheurs, comme Guy Tarade, qui habite sur Nice, justement, et d'autres. Eh bien, nous avons organisé des veillées, on est allé faire des veillées à des endroits différents, et on a observé, j'étais pas seul, on était une quinzaine, vingtaine de personnes qui ont vu des phénomènes tout à fait étranges, qui n'avaient rien à voir avec un satellite, ni avec quoi qu'autre observation, parce que nous avions l'habitude, on savait qu'après on avait la différence. Oui, nous avons fait des observations du premier, deuxième, jusqu'à un troisième type à un moment donné. Donc en réalité, oui, j'ai moi-même vu ces choses-là de mes yeux, et j'ai rencontré bien sûr des personnes aussi qui avaient ce type-là. Alors qu'avez-vous vu pendant ces observations exactement? Il y a tellement, si vous voulez, une fois par exemple, on était du côté du massif de la Sainte-Baume, donc près de Marseille, qui est une chaîne de montagne qui s'appelle la Sainte-Baume, là où Marie-Madeleine, selon le légendaire provençal, s'est retirée et est morte après la crucifixion, dans le légendaire provençal. Et donc là, avec un ami à moi qui s'appelle Raymond, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité avec le phénomène OVNI, c'était le 22 juillet, et justement c'était la fête de la Sainte Marie-Madeleine. Et nous étions sur le versant sud de la Sainte-Baume, en pleine nuit, c'était le 22 juillet, c'était 10h du soir, et nous étions en train de discuter, voilà. Et puis à un moment donné, on était 22 personnes, heureusement, et à un moment donné, on a regardé la chaîne de montagne face à nous. Et là-haut, bien sûr, il n'y a aucune route, il n'y a rien. C'est tout, on peut faire qu'à pied, aucun véhicule ne peut passer, c'est impossible d'avoir accédé. Et là, on a vu, à un moment donné, du bout de la chaîne, une lumière s'élever, lentement, comme si elle flottait, s'arrêter. Et c'est pas un hélicoptère, je vous le dis. Et donc, elle s'est mise lentement sur la crête, à peu près, on peut dire, une centaine de mètres au-dessus. Lentement, s'est arrêtée de nouveau. Et comme une flamme, c'était bizarre, on a voyé ça, c'était vraiment étonné. Puis à un moment donné, elle a fait tout lâcher, puis à un moment donné, elle a accéléré, elle est partie dans l'espace, et elle a disparu. Oui, étonnant. Et on était 22 personnes à avoir vu ça. Ah oui, quand même. Alors il y a eu des observations. Des choses comme ça, il y en a
pas mal d'observations. Oui, alors, il y a eu des observations, comme vous dites, qui ont été observées à divers endroits, hein, différents en même temps, simultanément. Oui, c'est vrai. Il y a eu des cas d'ufologie où il y a eu... Et on a même certaines observations où on a vu la personne a suivi le phénomène. C'est-à-dire, une personne a vu un endroit, une autre personne l'a vu après, et on s'est aperçu qu'ils ont observé le mouvement de l'objet de différentes personnes, si vous voulez. Oui. Ça aussi, ça a été le cas. Ouais. Donc, oui, moi, je veux dire, vous savez, si la plupart des gens ne croient pas aux ovnis, je pense que... voilà quoi, c'est bizarroïde parce qu'en réalité, un phénomène qui serait non réel comme ça ne pourrait pas persister. On trouve des traces des phénomènes ovnis dans toute l'histoire de l'humanité, dans les livres, dans les récits, même des moines qui ont parlé dans les livres. On en trouve de partout. Et à notre époque, il y a des millions de gens qui ont vu des choses. Donc, c'est pas quelque chose qui peut pas exister. Et tous ces gens ne sont pas trompés. Parce qu'à l'époque des moines, il n'y avait pas de satellite et il n'y avait pas de ballon sonore. Hein, voilà. Alors, on fait beaucoup d'observations autour des centrales nucléaires. Oui, tout à fait. Alors, dans certaines approches, certaines personnes pensent que certaines formes, parce que les extraterrestres, il y a plusieurs espèces, bien sûr, certaines espèces extraterrestres assez évoluées, ou très évoluées, s'inquiètent un peu de l'utilisation que nous faisons un peu des énergies nucléaires qui sont extrêmement dangereuses. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors, plus, bien sûr, il n'y a pas que les centrales nucléaires, il faut savoir qu'il y a les bases de missibles nucléaires qui ont été créées, où il y a eu des opérations qui ont été menées par des ovnis, hein. Donc tout ce qui est nucléaire semble vraiment intéresser certaines espèces extraterrestres parce que c'est comme s'ils nous surveillaient de près en disant ils sont en train d'utiliser quelque chose qui peut détruire la planète ou qui peut créer des dommages incroyables et un petit peu ils font un office de gendarmes ou de surveillants pour éviter que nous nous faisions quelque chose d'irréparable. Et on a l'impression que c'est quand même systématique. Systématique, ils ont des moyens de surveillance. Alors, on a accusé les drones, machin, tout ça, mais bon, ça ne tient pas le coup, hein, ça tient pas debout. Donc en réalité, peut-être qu'ils utilisent eux des drones, pourquoi pas, parce que des drones à eux, ce que j'appelle moi des sondes, parce que c'est plus facile à manier, c'est plus discret, donc, mais c'est pas des drones terrestres, c'est un fait, c'est des drones de technologie, de sondes, qui mesurent, qui filment ou qui surveillent, quoi. Alors, comment peut-on expliquer que, on ignore ce sujet? Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements sont véritablement au courant? Mais bien sûr, il y a plein d'histoires ou plein de choses vérifiables qui montrent que les gouvernements ou certaines formes de gouvernement, mais disons au moins les États-Unis, la France ou la Russie ou en Chine ou ailleurs, alors, chacun a sa politique différente, bien sûr. Hein, c'est pas la même mais en réalité, il y a on peut dire une entente de ne pas divulguer trop ces choses-là, pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, hein, non. Pour différentes raisons qui sont plus ou moins légitimes. Parce que peut-être la réaction aussi qu'aurait le public face à tout ça, parce que dès que ces choses seront divulguées, nos sociétés seront obligées de se transformer profondément. Donc là aussi, ça c'est pas quelque chose d'anodin. On ne révèle pas ce type d'informations sans que les sociétés en soient affectées. Alors il y a peut-être aussi ça qui est en jeu. La question que je peux me poser, est-ce que tout le monde veut savoir ces choses-là? Est-ce que tout le monde est prêt à accepter ces choses-là, vous voyez? Ça aussi qu'il faut en tenir compte dans l'équation. Alors, il y a un peu des deux, mais c'est sûr qu'ils savent, c'est clair, ça fait partie de ce qu'on appelle des dossiers classifiés. Il y a eu des dossiers déclassifiés, mais enfin bon, c'est assez timide quand même. Mais oui, c'est un peu timide, si vous voulez, c'est pour diminuer la pression. Voilà. Parce qu'on lâche un peu de l'Est, comme ça les personnes sont un peu contentes, mais l'essentiel des dossiers, les plus brillants ne sont pas déclassifiés, c'est fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être déclassifiés au fur et à mesure, ou même que ça peut aller très très vite, parce que visiblement... Oui, mais tout dépend de la stratégie aussi de ce qu'on appelle les sous-politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si des extraterrestres décident de se montrer officiellement, ils seront obligés de déclassifier les dossiers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pensez qu'ils vont se montrer? Oui, ils vont se montrer, ouais. Parce que visiblement, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une vraie marmite, hein. On en a des informations, ça circule les informations. Ah oui, c'est sûr, on arrive à ce moment très précis de convergence d'informations où le secret devient intenable.
Vu qu'il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui faisaient partie avant des services secrets ou de l'armée, il y a même la divulgation d'un ancien Premier ministre canadien qui a fait des divulgations sur YouTube, on peut voir. Oui, on donc, ça, plus d'autres dossiers qui commencent de plus en plus s'ouvrir, déjà qui sont à la retraite, qui étaient où placés, soit dans les agences de renseignement, soit dans les postes militaires, ou dans les postes politiques. Donc ça fait beaucoup de choses, des formations sérieuses qui viennent, il y a des pilotes qui commencent à parler. Donc tout cela converge et peut-être aussi bientôt des observations, on peut dire en masse, directes, visibles par des milliers de gens. Donc tout ceci converge vers un point. Maintenant la date, je ne la connais pas, mais il y a des forts indices qui montrent que ça converge vers bientôt une révélation vraiment générale qui va toucher un petit peu tous les niveaux de la société, que ce soit économique, social ou même religieux. Alors comment sera-t-on sûr que ce sont vraiment des extraterrestres? Parce que bon, il y a eu cette histoire du projet Bluebeam qui a traîné longtemps sur les réseaux sociaux. On entend un peu moins parler maintenant, mais comment être sûr qu'on n'est pas dupé? On ne sera jamais sûr, si vous voulez. Le principe est, mais je ne peux pas trop divulguer non plus, disons que rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, d'après certaines sources que j'ai, il se trouverait que beaucoup de projets qui avaient été prévus et qui étaient des projets justement pour faire dévier ces choses-là, sont obsolètes actuellement. Ouais. Donc en réalité, il y a, disons, une grande probabilité que ce sera vraiment des extraterrestres et en plus positifs. Je ne peux pas vous l'assurer. Voilà. Mais disons qu'on va vers ce type de révélation. Disons qu'on a échappé à ces dossiers qui existaient vraiment, Bluebeam et tout le reste, ARP et tout le reste. Mais ceci devient de plus en plus obsolète pour des raisons, je ne veux pas trop divulguer maintenant. Et donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus correct, mais bien sûr, il peut qu'en même temps, il y ait des divulgations d'extraterrestres positifs, mais aussi que des personnes rentrent en contact avec d'autres types d'extraterrestres qui sont moins positifs. Ça aussi, c'est possible que ça marche. Mais globalement, le contact officiel sera tourné vers le côté positif et non pas comme c'est envisagé avant, vers une simulation, vers une simulation holographique ou ce qu'on veut, mais en réalité plutôt vers un contact. Enfin, ça, c'est les informations que nous avons. De toute façon, je suppose que ces extraterrestres ou ces visiteurs viendront avec des preuves dans leur sac. Ah ben, c'est clair. C'est clair. Bien sûr que là, ce ne sera pas une rencontre du deuxième type. Ce sera une rencontre au moins du troisième ou du quatrième. C'est-à-dire qu'en réalité, je vous dire que la surface de la Terre sera intégralement changée. En ce sens que les gens auront des preuves absolues de ça. C'est pas du tout un contact furtif ou avec 2-3 personnes. C'est vraiment direct, quoi, dire. Parce que finalement, cette histoire de projet Bluebeam, ça paraît un peu enfantin quand on regarde bien. Oui, parce que les forces extraterrestres, si vous voulez, les forces et les intelligences non humaines sont d'une telle puissance bien sûr. Que même si on essaie de faire des choses, voilà, bon, généralement, ça échoue. Ça échoue parce que, voilà. Il y a aussi le fait, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui s'éveillent maintenant. Oui, c'est vrai. Je la donne, si vous voulez. Ils sont moins naïfs, les gens commencent à mieux réfléchir, ils commencent à comprendre que certaines choses se passent qui ne sont pas normales, donc ça diminue l'impact. Vous voyez, ça rend moins crédible ces choses-là, et donc ça les rend plus obsolètes. Donc plus les gens vont se réveiller, plus les gens vont s'éveiller, et plus ils favoriseront, on peut dire, les probabilités que ce soit des extraterrestres bénéfiques qui viennent vraiment par contact. Bien sûr. Est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, je donne des conférences. Là, j'ai participé à Lyon au mois de juin au salon de l'Inexpliqué, où j'ai donné une conférence avec 40 conférenciers. Je donne souvent des conférences privées aussi dans des groupes ou des gens qui m'invitent. Voilà, et je passe aussi sur le web, sur le site Le Grand Changement. J'ai 2 émissions mensuelles où une qui s'appelle Enquête scientifique sur différents sujets où j'explique ces choses-là, et aussi une émission qui s'appelle Les Chroniques des planificateurs où je révèle un petit peu toute cette forme de contact que nous avons avec des éléments probants, des éléments qui sont vérifiables. Voilà. Alors comment réagissent les gens en général dans les conférences ? Dans les conférences, les gens réagissent bien. J'ai jamais eu de personne qui a eu une réaction violente, une réaction agressive. Parce que j'attaque personne, moi je respecte tout le monde. Je respecte tous les avis. Tous les avis sont bons. Moi j'ai ma façon de voir. Si l'autre personne n'a pas sa façon de voir, mais c'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. Et j'apporte aussi des éléments de réflexion scientifique. Je m'appuie sur la science. Et quand je ne sais pas, je dis c'est une hypothèse ou c'est petit.
Et donc, moi, je ne veux attaquer personne, je ne suis pas un justicier. Et donc, voilà, je dis ce que nous avons trouvé, avec des résultats montrables et prouvables. Maintenant, si une autre personne fait mieux, c'est bien, et voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont de plus en plus sensibles et de plus en plus intéressés? Oui, je pense une partie de la population, je ne veux pas la chiffrer, je ne veux pas l'estimer, mais je sais pas, moi, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de personnes avec qui je parle, je travaille, me disent c'est incroyable, les gens commencent à s'éveiller. Alors, pas tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui ne s'intéressent pas, et c'est leur choix, mais il y a beaucoup de personnes qui commencent à mieux réfléchir, à envisager ces choses-là, et c'est un bon signe. Oui, ça l'a dit. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Est-ce que vous avez un site? Oui, j'ai un site qui est www.isa, le tiré du 6, vision, vision.com. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site? Eh bien, j'ai des programmes, j'ai des activités où je fais des ateliers, je fais des voyages initiatiques. Nous allons aussi travailler sur le terrain, travailler sur les énergies, ce que j'appelle de l'écologie énergétique. Nous allons visiter des lieux insolites. Nous allons, voilà, tout le travail, parce qu'il n'y a pas que la théorie, il y a aussi la pratique sur le terrain. Bien sûr. Et donc, j'organise des voyages. On fait le Pérou, le Mexique, l'Égypte, l'Espagne, toujours dans le caractère insolite et mystérieux, pour que les gens puissent palper, toucher ces énergies, ces vibrations et ces informations, quoi. Vous parliez de l'Espagne. Est-ce que vous avez l'impression que les étrangers, entre guillemets, je veux dire, sortis de l'Hexagone, on s'intéresse beaucoup plus, on est beaucoup plus réceptif à ces choses-là? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que les Français sont assez récalcitrants à ce niveau-là. Donc, en Allemagne, en Italie, en Espagne, oui, c'est plus ouvert, c'est clair. Bon, là aussi, c'est difficile d'estimer la proportion. Mais c'est vrai que le Français, bon, il s'éveille maintenant, mais c'est vrai qu'il est encore un peu à traîne, quoi. Mais on dit souvent que le Français est là à se réveiller, mais quand il se réveille, à fond. Alors bon, espérons que bientôt ça va le faire et qu'il devienne un phare un peu pour tout le monde, quoi. C'est sûr. Est-ce que vous avez des projets? Oui, nous continuons nos études. Là, nous organisons un voyage. Bientôt, nous partons dans 2 jours du côté de Etretat, pays de Caux, pour faire un travail sur les énergies subtiles. Nos projets, nous travaillons sur ces dossiers, justement, d'améliorer. Notre grand dossier, c'est d'améliorer le plus possible que ça se passe au mieux. C'est-à-dire que la majorité des gens aient un développement durable au niveau de la conscience, ils soient de mieux en mieux dans leur vie, dans leur vibration, qu'ils soient plus optimistes, vous voyez, et que, mais pourquoi pas d'envisager toutes ces grandes révélations qu'on va les vivre, si vous voulez préparer les gens à cela, quoi. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent justement? Oui, aux auditeurs que celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on a les accès. Donc il faut, avec Internet, bien sûr, il faut faire attention, il faut faire pas beaucoup de discernement, mais maintenant il y a beaucoup de bonnes informations. Si on veut vraiment savoir, il suffit seulement de dire, peut-être à l'univers ou à ce qu'on veut, qu'on veut savoir. Et souvent, il se passe des phénomènes bizarres où on a des informations qui arrivent. Donc maintenant, je crois qu'on est à l'ère de l'information avec du bon discernement. On peut vraiment avoir une bonne information. Et je leur dis de ne pas baisser les bras, que des bonnes choses sont en train de se préparer malgré les apparences. Malgré les apparences qui sont trompeuses, il faut garder l'espoir, lever les bras. Et je pense que ça va bientôt être quelque chose de très grand. Merci Jean-Michel Raoult d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère et bon courage pour la suite et à très bientôt sur cette antenne. Je vous remercie de m'avoir interviewé et à bientôt, j'espère. Fréquence Évasion.